Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux travaux de Patrick Blely et Jean-Luc Marchand, où cette fois on va parler du FMT. Qu'est-ce que le FMT pour ceux qui ne sont pas familiers de l'enquête? Eh bien, on désigne par FMT le Final Major Turn, en français le virage majeur final. C'est le virage que l'on estime que le MH370 a fait au nord de l'Indonésie après avoir quitté la couverture du radar de Butterworth. On sait qu'à 18h39 et 58 secondes, lorsque les opérations de la Malaysian Airlines tentent de joindre le cockpit via un appel téléphonique SATCOM, l'avion n'a plus la même route que quand on l'a observé dernièrement au radar. Alors, on sait que cet appel téléphonique a abouti, on sait que ça a sonné dans le cockpit, mais personne n'a répondu. Alors, en effet, ce que l'on remarque dans cet appel téléphonique, c'est que le BFO est très différent et donne une route vers le sud. Je vous renvoie vers mes vidéos sur les BTO et BFO pour savoir ce qu'ils permettent de déduire. L'avion a donc viré entre 18h22 et 18h39. Mais où et quand? Et quelle a été la trajectoire suivie par l'avion à cet endroit? Ça n'est pas aussi simple à déterminer. Plusieurs hypothèses ont été formulées, notamment par l'Independent Group ou encore Capsio, avec de nombreuses variantes. Patrick Blely et Jean-Luc Marchand proposent ici une autre possibilité. Rappelons que l'on considère ici que la personne aux commandes avait coupé toutes les personnes à bord. La personne aux commandes avait plus d'oxygène dans le cockpit que les passagers. Elle aurait donc attendu suffisamment longtemps pour être certaine que personne ne viendrait l'interrompre dans son plan. Au bout de 1 heure, elle pouvait être certaine besoin de restaurer l'alimentation électrique de l'avion afin de disposer à nouveau du pilote automatique sur l'image ici. Mais en faisant cela, il savait que ça allait relancer un système dont il ne voulait surtout pas qu'il vienne trahir sa position. La connexion ne soit restaurée et qu'il n'envoie les messages stockés en mémoire depuis la coupure ainsi que la nouvelle position de l'avion toutes les 30 minutes. Selon Patrick Blely, le pilote aurait d'abord cherché à mettre l'avion en pilotage automatique vers Neelam. Suite à la mise en descente, à cet endroit que Patrick a noté, il a accéléré légèrement dans un premier temps, puis plus fortement après la remise détournée du pilotage et allé dans les menus de l'écran pour faire plusieurs actions. S'est retrouvé légèrement au sud de Neelam. L'activation du pilote automatique, ses actions urgentes pour empêcher la CARS d'émettre. L'avion a alors basculé en mode maintien de route après avoir survolé Neelam. Pourquoi? Parce qu'en fait le pilote n'avait à ce moment-là pas programmé d'autres points de navigation après Neelam. C'est un comportement qui est normal dans un Boeing 777. Lorsque l'avion passe vertical d'un point et qu'il n'y a pas d'autres points de route sur le FMS, l'avion continue sur son cap. Ce n'est qu'après s'être aperçu de son erreur qu'il aurait déconnecté le pilote automatique pour virer à gauche, ne voulant pas s'écarter de la voie aérienne pour ne pas éveiller de soupçons sur les radars primaires militaires et prendre la direction de Povus. On verra pourquoi un petit peu plus loin. Patrick et Jean-Luc estiment qu'il fallait environ 2 minutes avant que le SATCOM ne redémarre et qu'il envoie la demande de connexion. La priorité pour le pilote était donc de supprimer un paramètre essentiel que l'on appelle le Flight ID pour Identification. Il s'agit de l'indicatif du vol qui est entré dans le FMS et qui est utilisé dans les échanges à CARS. Pour supprimer ce Flight ID, il faut faire ce que l'on appelle un Data Link Reset. C'est la seule explication possible comme vous allez le comprendre. La procédure est décrite dans le document que vous voyez ici et qui est tiré du manuel du Boeing 777. Pourquoi ce détail est-il aussi important? Eh bien parce que ce Flight ID reste supprimé, comme les auteurs de cette étude le montrent, que lorsque les moteurs sont coupés depuis 9 minutes et qu'une des portes de l'avion a été ouverte, ce que vous avez ici. Par conséquent, si personne n'avait fait de Data Link Reset, on aurait eu ce Flight ID dans les messages de connexion du login Marsat. Or, ce n'est pas le cas. Donc, quelqu'un y a touché. C'est ce que l'on constate dans le tableau ici avec un extrait des données qui est issu de cette étude.
Jean-Luc Marchand a interprété les données brutes hexadécimales et noté que la reconnexion de 18h25 était similaire à la première connexion au sol de l'avion à Kuala Lumpur juste avant le vol. Et cette reconnexion n'avait pas le Flight ID, car il avait été effacé suite au retour du vol précédent. C'est un détail extrêmement important, car jusqu'à présent, personne n'avait été en mesure de fournir une explication rationnelle et valide quant à l'absence de ce Flight ID après la reconnexion du SATCOM. Cela sous-entend donc une action, encore une fois, de quelqu'un dans le cockpit. Une action qui n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut vraiment connaître l'avion pour savoir faire ça. Revenons à la trajectoire. Patrick et Jean-Luc ont superposé leur trajectoire et les arcs BTO, posés en plusieurs arcs. En effet, quand on désigne l'arc 1, il s'agit en réalité de plusieurs arcs, et donc d'un arc moyen correspondant à ces multiples échanges. Patrick et Jean-Luc ont vérifié que la position de l'avion était à chaque instant cohérente avec les tolérances d'Inmarsat en matière. Ils ont aussi vérifié la correspondance avec le deuxième paramètre des données Inmarsat, à savoir le BFO. La tolérance retenue par les ingénieurs d'Inmarsat était de 7 Hz. Le BFO est affecté par la vitesse de l'avion en direction du satellite et par sa vitesse verticale. Je vous renvoie vers mes vidéos sur ce point-là pour plus de détails. Dans leur trajectoire, ils ont supposé que l'avion était descendu, soit par manque de surveillance du pilote ou parce que le pilote avait vu le vol Indigo en face. De nuit, comme il est très difficile d'estimer les distances et le rapprochement, cela aurait pu être une volonté de descendre sous la voie aérienne. Cette possibilité avait déjà été émise par Capsio par le passé. Le pilote serait ensuite remonté vers le niveau 300 qui était le niveau qu'il avait choisi, pour plusieurs raisons que j'ai déjà expliquées dans des vidéos précédentes. Et le BFO enregistré à 18h27 est parfaitement valide pour un taux de montée compris entre 0 et 3000 pieds par minute. Donc la trajectoire supposée ici est parfaitement cohérente et en accord avec les données d'Inmarsat. Le tableau que vous avez ici énumère tous les détails techniques. Les valeurs que vous avez en rouge montrent les écarts par rapport aux valeurs reçues par Inmarsat pour la trajectoire supposée ici dans cette étude. On est dans les tolérances de plus ou moins 7 Hz pour le BFO et plus ou moins 50 microsecondes pour le Inmarsat. Et c'est capitable si l'on veut que les enquêteurs y accordent un intérêt. La route vers Povus était idéale pour ne pas se rapprocher de la DIS indienne. Souvenez-vous la DIS, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, tout en restant à distance de l'Indonésie en suivant une voie aérienne, là encore pour ne pas attirer l'attention. Après Povus, la route 188 degrés, qui correspond au BFO relevé lors de l'appel téléphonique dans le cockpit, tout en voulant rester suffisamment à l'écart de ce pays pour ne pas être détecté, comme le dit Patrick, notamment par le radar de Sibolga. Le pilote aurait ensuite pris la vitesse maximale d'attente de 265 nœuds, soit Mach 0,706 d'après les données météo du jour, et ce jusqu'au 6e arc. Vous avez notamment ici un tableau qui vous donne les vitesses qui sont issues du manuel de vol de l'avion. Car comme l'a découvert Patrick, cette vitesse permettra de coller avec le temps de vol dans l'océan Indien. Bref, une coïncidence plutôt troublante. Patrick et Jean-Luc fournissent également un tableau détaillé des paramètres de cette branche de vol avec le calcul de carburant pour chaque segment. Patrick montre bien que les valeurs données par Boeing dans l'annexe 1.6e, qui était publiée dans le rapport final malaisien, n'ont pas été corrigées de la déviation ISA, c'est la déviation de température qui était présente. Cette partie est très intéressante car elle apporte une hypothèse différente de celle déjà émise par d'autres études, que ce soit les études officielles, Independent Group ou Capsio. Tout cela montre une fois de plus, si c'est nécessaire, notamment avec le détail du Flight ID, qu'il était nécessaire que l'auteur de cet acte ait des connaissances plus que solides de l'avion et de comment aller naviguer dans des menus pour réaliser ces actions dans un temps suffisamment contraint pour le faire. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la trajectoire dans l'océan Indien. Je et Jean-Luc Marchand pour illustrer cette partie du vol.